Bonsoir, vous m'entendez? Nous allons commencer. Nous poursuivons donc notre déroulé de conférence axé sur l'éthique de la vie. Dans son second volet, l'éthique de la vie en pensée. Nous y avons déjà entendu Sébastien Allali sur les moralistes du grand siècle et Rivon Krigier autour du principe talmudique du pikuar nefesh, de priorité à la vie. Avec Sébastien Allali, nous avons exploré la vie telle qu'elle se triche, à la façon dont les moralistes français du XVIIe la pointaient d'un index implacable, selon une expression de Romain Gary formulée par lui à propos de l'humour véritable et qui demeure appropriée pour résumer l'intention anthropologique de ces maîtres français. Avec Rivon Krigier, nous avons vu comment l'interrogation talmudique articule l'impératif d'autoconservation de soi, avec le principe prescriptif de la valeur de la vie, de son sauvetage, du secours à autrui en préséance, dut-on pour cela lever une somme d'interdictions elles-mêmes conçues comme des instruments éthiques garants de protection d'une vie bonne. Qui sauve une vie sauve un monde entier, est-il dit plusieurs fois dans le Talmud, dans le traité Sanhédrin, dans le traité Baba Batra, etc. Lorsque dans notre cheminement, nous parlons de la vie, nous ne pensons pas à la vie au seul sens organique. Si la question de la vie ne se résumait qu'à l'organique, pourquoi le malheur des suicides parfois, pourquoi des héroïsmes combattants admirés et admirables? La vie à laquelle certains tentent d'échapper, celle pour laquelle d'autres sont prêts à se sacrifier, sont bien autre chose que la vie nue. Pour autant, la vie commence par l'organique. C'est l'éthique de la médecine de s'employer à sa restitution, à son rétablissement, à sa réparation, à son maintien, à sa perpétuation. La modernité nous a appris qu'il n'en allait pas, ou plus, toujours ainsi. Qu'à côté de son anima éthique réparateur a pu se profiler, agrégé à ses savoir-faire, des jouissances de toute puissance, des pouvoirs d'emprise, des volontés de contrôle social, de remaniement génétique, de reformatage des populations humaines, d'annihilation de certains de ses pans, de maîtrise de leur destinée. Au XIXe siècle, tandis que la médecine de vie déployait ses potentialités en découverte fondamentale, en art du geste médical, en politique collective solidaire, une médecine de mort avançait ses pions sous l'impératif d'une métaphore faisandée, celle de l'organicisme. Du côté des sociologues, la métaphore organiciste appliquée au social engendrait une avalanche de sous-métaphorisation qui nommait en contiguïté tout manquement à un supposé bon ordre social en qualification de maladie et dans la continuité appelait ces résolutions en termes d'éradication microbienne. Autour des années 1880, se développa l'usage de déterminants organicistes pour la connaissance de la société. La vision organique s'établit comme une autorité signifiante. La nation devient un vivant naturel. La vie des peuples est soumise à des lois organiques. Les représentations de l'histoire et de l'humanité deviennent à leur tour organiques comme de grands vivants. Voir les écrits de Spencer, de Lilienfeld, de Charles Novico, Worms, etc. D'une part, la naissance de la sociologie se fait sur ce terreau sémantique, ainsi la sociologie organiciste de Lilienfeld. D'autre part, les contenus politiques se déplient dans le cadre d'une pseudo-logique organique. La vie humaine, la police sont comprises à travers des schèmes organiques. Cette Weltanschauung scientiste embraye une connexité de la pratique politique et de la pratique médicale. Auguste Comte, dans son cours de philosophie positive, rapproche l'art politique de l'art médical. J'ouvre les guillemets, celui de tous auquel la nature des phénomènes doit le plus permettre de l'assimiler. La maladie y apparaît comme catégorie sociopolitique, avec les emplois métaphoriques de la notion de maladie pour désigner génériquement les dysfonctionnements inhérents du social. La maladie devient l'instance qui découpe l'organisme sociologique et l'organisme historico-politique, incitative à une attitude offensive, agressive, coercitive et autoritaire.
Avec les concepts de médecine politique, d'hygiénisme, la décadence de la civilisation est mutée en dégénérescence. La métaphore induite de maladie devient l'humus sur lequel prospèrent des rhétoriques politiques dont le langage morbide véhicule une charge de violence destructrice, ainsi de l'eugénisme et de l'euthanasie. Avant même Francis Galton et ses projets d'amélioration des lignées humaines, sur le modèle de l'élevage sélectif des animaux, le grand dictionnaire universel du 19e de Pierre Larousse ouvre une entrée, ainsi nommée mégalanthropogénésie, définition, discipline visant à créer des grands hommes et des hommes grands en recourant aux procédés de la zootechnie. Les catégories organiques et les liaisons de sens qui en ont dérivé et en dépendaient ont réaménagé cognitivement les critères normatifs des affaires humaines et collectives. On sait que le nazisme y fit son nid. Depuis Paul de Lagarde, à propos des Juifs, en 1887, on ne traite pas avec la strychnine, avec les bacilles. On n'éduque pas la strychnine, les bacilles. On les extermine. Jusqu'à ce médecin nazi qui, à Auschwitz, pouvait proclamer « Mon serment d'Hippocrate me dit de faire l'ablation d'un appendice gangréneux du corps humain. Les Juifs sont l'appendice gangréneux de l'humanité, c'est pourquoi j'en fais l'ablation. » C'est une citation de l'historien Robert J. Lifton. Dans le genre réversibilité des métaphores destructrices, ne disait-on pas dans les cabinets médicaux nazis pour annoncer à un patient qu'il était atteint d'un cancer qu'il faisait un juif? Dans le mouvement général de ces réaménagements obscurcissants, l'ancienne créature humaine de Dieu loupait son accès à la possibilité politique, démocratique et républicaine d'un devenir sujet et commença sa chute dans le fossé sans fond du monde des choses administrables, triables, jetables. Que cette chosification agisse sous l'impérium des pensées d'administration, comme les carcans bureaucratiques type ARS, ou le précalibrage diagnostique sous forme de cases à cocher en psychiatrie, etc., ou bien du marché palliatif pour seniors jugés encombrants type EHPAD, de la biopolitique ou des délires du transhumanisme. Dans ces directions de réflexion, je vous invite à la lecture du recueil d'analyses titré « Une médecine de mort » réalisé sous la direction de Lise Haddad et Jean-Marc Dreyfus, auquel j'ai eu l'honneur d'être invité à contribuer, ou encore aux ouvrages de Monette Vacquin, Main basse sur les vivants, et Frankenstein aujourd'hui, égarement de la science moderne. Aussi, parallèlement à l'œuvre médicale pour la vie, qui poursuit ses recherches et découvertes, le développement de son art thérapeutique et ses missions caritatives, se poursuit également un travail de mort dissimulé sous l'éclat rayonnant de la première. Revenir donc aux fondamentaux, ceux des maîtres anciens, ceux d'Athènes et de Jérusalem, toponymes des deux socles originels de notre région civilisationnelle, s'impose pour notre parcours en remontant par-dessus une modernité dévoyée. D'où l'intitulé de la conférence de ce soir, le serment d'Hippocrate et la médecine de Maïmonide. Nous le faisons avec Christian Hoffmann, psychanalyste, professeur honoraire de l'Université Paris-Cité, qui enseigne aussi la psychanalyse dans plusieurs universités à l'étranger, et avec Philippe Abastado, cardiologue, directeur de recherche à l'Université Paris-Cité également. Nous devons à l'un et l'autre de nombreux ouvrages. Parmi ceux-là, citons de Christian Hoffmann, Introduction à Freud, Le refoulement de la vérité, Des cerveaux et des hommes, nouvelle recherche psychanalytique, Kafka, Le procès du sujet, Trauma dans la civilisation, écrit avec Roland Chemama. Et de Philippe Abastado, citons Naissance de l'humain en peinture, L'impasse du savoir, essai d'épistémologie médicale, Le dernier déni, Craignons-nous plus la maladie que la mort. Nous les écoutons. Christian, Philippe, c'est à vous, et je crois, Philippe, c'est à toi d'abord. Merci de cette introduction, toujours aussi brillante et aussi riche. Moi, mon sujet est finalement très simple, parce qu'un médecin, c'est un homme simple. C'est le serment d'Hippocrate, le serment de Maïmonide, et puis qu'est-ce qu'on en fait au moment de la bioéthique. Alors, les deux serments, Hippocrate et Maïmonide, me semblent très proches. Tous deux s'adressent à des médecins.
Tous deux seraient des serments internes. Un jeune médecin prête un serment devant un vieux médecin. Les deux serments ont une très forte charge éthique. Les deux serments se revendiquent du passé et cette charge éthique étant ancienne, donc ils trouvent cette ancienneté une légitimité et donc les deux donc, seraient très proches. Dans les deux serments, fondamentalement, la médecine s'appréhende comme le colloque singulier entre le médecin et le patient et le médecin. Alors, dans le temps imparti, il n'est pas possible de vous lire les deux serments, mais on peut prendre quelques repères. Pour Hippocrate, eh bien, le serment est construit en 3 chapitres. Un premier chapitre, c'est un rappel de l'autorité, ou plutôt la mise sous l'autorité des dieux. Apollon d'abord, Asclépias, son fils, puis Hygie et Panacée. Apollon n'était pas médecin, mais le fiston l'était, Asclépios. Deuxième grand thème de ce premier chapitre, le rapport au maître. Donc, rapport au maître et à sa famille, et ça c'est une notion fondamentale. Rapport aussi à l'étranger qui n'appartient pas à la famille et qui veut devenir médecin. Rapport également à la transmission du savoir et l'importance de la transmission dans le serment hippocratique. Le deuxième chapitre est structuré donc largement autour d'interdiction, interdiction de beaucoup de choses, interdiction et contrôle du médicament, et également une priorité à la vie, ce qui est conduit d'abord à un refus en particulier de l'euthanasie, refus de ce qu'on traduit actuellement comme contraception. Or là, on peut se poser la question de ce qu'on veut dire exactement dans la mesure où je vous rappelle que les Athéniens ont abandonné les enfants donc à la naissance, ils n'en voulaient pas. Donc, que veut dire? On pense que c'est une interdiction de la contraception plus que des avortements. Interdiction également de faire des techniques si on ne se sent pas capable de les faire, interdiction de la pierre. On se pose également ce que veut dire la pierre à l'époque et on pense que c'est une interdiction de castrer les jeunes esclaves. Donc, une série d'interdictions. Deuxième chapitre également, une notion force, c'est que le médecin doit mêler son art et sa vie et que ce médecin doit avoir une attitude de sainteté. Et finalement, dans ce deuxième chapitre du serment d'Hippocrate, il y a un certain rôle sacerdotal du médecin. Troisième chapitre, finalement assez classique, c'est quand le médecin rentre chez le patient. Donc, nécessité de probité, nécessité de lutter contre le libertinage, nécessité également de respecter tout le monde et en particulier, ce qui peut paraître assez novateur pour un auteur de -5 avant Jésus-Christ, respect des esclaves. Ce serment, néanmoins, est contesté dans son origine, contesté, donc, qu'il revienne à Hippocrate. On pense que ça vient beaucoup plus des pythagoriciens. Pourquoi? D'abord pour des raisons de style, pour des raisons également de contenu. Par exemple, le respect des esclaves est tout à fait pythagoricien. Donc, les rapports à la mort n'étaient pas tout à fait la même. Donc, dans l'Antiquité la plus précoce de ce qui a été observé, en particulier, je vous rappelle que la mort de Socrate, tout le discours de la mort n'était pas une interdiction de la vie, il y avait une certaine mise en scène de la mort ou une certaine valorisation de la mort qu'on retrouvera donc même chez les Romains. Donc il y a toute une série d'arguments qui amènent à douter que ce soit d'Hippocrate et on pense beaucoup plus que ça vient des pythagoriciens. Cette attribution d'ailleurs douteuse à Hippocrate amène à rediscuter un certain nombre de conceptions du serment. On pensait pendant longtemps que le premier chapitre était lié au passage entre une médecine héréditaire à une médecine professionnelle. Et maintenant, on ne pense plus que c'est le cas dans la mesure où les écoles pythagoriciennes étaient des vraies écoles avec de la formation. Et il y a également une notion assez curieuse, c'est que on s'aperçoit que le texte d'Hippocrate, le serment d'Hippocrate, va énormément évoluer selon les écoles, selon les facultés, et que finalement, à travers les siècles, il va y avoir une censure du texte d'Hippocrate, avec par exemple un certain nombre de choses qui vont être éliminées, donc selon le moment.
des choses qui vont être éliminées. Par exemple, le serment d'Hippocrate était exclusivement destiné aux hommes, et ça va être une chose qui va même plus être envisagée aujourd'hui. Donc, ce texte n'est pas Hippocrate, mais ce qu'il y a de plus hippocratique dans ce texte, c'est quoi? Finalement, c'est que c'est un texte qui est écrit. En effet, Hippocrate n'a probablement pas été l'inventeur, l'auteur intellectuel de tout ce qu'il a écrit. La grande œuvre d'Hippocrate, c'est la mise par écrit de choses antérieures. Eh bien, la nouveauté ou la spécificité du texte d'Hippocrate et du serment d'Hippocrate est que ce soit un texte écrit d'un serment, mais on ne sait toujours pas devant qui devait être fait ce serment. Pour Maïmonide, donc à peu près un serment assez proche. Maïmonide, donc, et je n'ai pas besoin de vous rappeler, donc c'est un médecin, philosophe et tout ça, donc espagnol, andalou du XIIe siècle. Donc, il reprend le texte d'Hippocrate en ajoutant 3 chapitres. Et ce qui est fondamental dans le texte de Maïmonide, c'est que cette fois-ci, on sait à qui s'adresse Maïmonide. Maïmonide s'adresse à Dieu. Alors, le chapitre numéro 1 du texte de Maïmonide, c'est l'amour de l'art médical. Donc, deuxième notion forte de ce premier chapitre, c'est l'amour de tous les êtres vivants. Et donc, on se trouve devant une sorte de proto-vitalisme très précoce. Et dans ce premier chapitre, on revient sur les notions de désintéressement de l'argent, désintéressement de la gloire et la nécessité de servir aussi bien le pauvre que le riche, le bon et le mauvais. Donc, un texte très moderne. Deuxième chapitre du sermon de Maïmonide, eh bien, le médecin moderne, finalement, trouve que finalement Maïmonide il a les mains dans le cambouis, donc il est dans le réel. En effet, donc il prône d'une part la compétence technique et puis il dit également préservez-moi de tous les incompétents, préservez-moi de tous ceux qui vont intervenir dans ma relation médecin-malade. Finalement, avant l'heure contemporaine, donc Maïmonide disait donc débarrassez-moi des réseaux sociaux et débarrassez-moi de tout ça. Je pense que Maïmonide est un médecin juif. Je vais vous le dire pourquoi. C'est qu'en tant que médecin juif, je m'aperçois que mes patients juifs ont toujours un cousin, un beau-frère, un neveu qui est médecin et qui veut également intervenir dans le soin de nos patients. Donc, modernité du propos est vécue de Maïmonide de son rôle de médecin. Troisième chapitre donc, du sermon de Maïmonide, eh bien, c'est que malgré le quotidien, il faut dépasser le quotidien, il faut sublimer notre tâche et notre travail. Donc, c'est un travail, donc le texte de Maïmonide, donc, a l'avantage, c'est qu'on sent que c'est un homme qui soigne donc l'humain et il y a un rapport individuel direct et un amour revendiqué pour le patient. Alors, Maïmonide, comme Hippocrate, ne semble pas être l'auteur du discernement. On pense que c'est tout à fait contesté. D'abord pour un problème de date, et l'auteur présumé, c'est un médecin allemand qui s'appelle Marcus Hertz, qui a vécu la deuxième moitié du XVIIIe, et on date même donc l'écriture du serment de Maïmonide vers 1790. L'écriture de ce serment, donc, elle ne fait pas du tout d'ailleurs la tradition habituelle, la tradition midrashique, elle ne fait pas du tout l'allure de ce qu'aurait un texte vraiment juif. Un texte classique, c'est-à-dire on ne fonctionne pas par des commandements, on n'est pas dans des commandements positifs comme dans le mitzvot, on est dans de la prière et on n'est pas du tout dans ce que serait une écriture d'un serment qu'on pourrait attendre. Par rapport à Hippocrate, la grande différence, c'est que c'est beaucoup moins juridique, beaucoup moins structuré que n'est le serment d'Hippocrate. Je pense que dans l'écriture de ce serment de Maïmonide, il y a 2 influences qui sont partagées. D'une part, l'influence, et cette fois-ci de Maïmonide comme de Rachi, qui nous fait le devoir de soigner. Donc, dans la tradition juive, le devoir de soigner est une obligation morale. Et puis, il y a également l'influence de Kant. L'influence de Kant, d'abord, paraît évidente. Pourquoi? Parce que donc, Marcus Hertz fut l'élève de Kant, et puis on retrouve dans ce serment de Maïmonide les 2 grandes questions donc, de la critique de la raison pure. C'est les 2 grandes questions classiques, c'est que dois-je savoir et que dois-je faire? Philosophie de Kant,
culture juive se rejoignent tous les deux sur ce que Kant impose à tout être doué de raison, à tout être raisonnable, c'est-à-dire que l'obligation de faire, quelles que soient les circonstances, donc l'obligation de soigner. Alors, lorsque l'on met l'un à côté de l'autre, donc ces deux serments, le serment d'Hippocrate et le serment de Maïmonide, il est toujours curieux de savoir pourquoi ces textes durent depuis aussi longtemps. Eh bien, pas besoin de vous dire que Hippocrate a été le père de la médecine, tout le monde le sait, que Hippocrate était la référence absolue, Socrate le citait. Pour notre propos, on a des traces de serments des jeunes médecins devant Hippocrate de manière avérée depuis le IVe siècle après Jésus-Christ. Donc, Grégoire de Nazianze fait l'éloge funéraire de son frère Césaire, qui était médecin, et il fait la biographie de son frère médecin, et donc on est en 390, et il est évident que ce jeune médecin a juré le serment d'Hippocrate comme étant un rituel obligatoire. Donc, à la fin du IVe siècle de l'ère chrétienne, le serment était d'usage dans les facultés de médecine. Pour le texte Maïmonide, eh bien, le succès du texte Maïmonide, je l'attribue largement à la circonstance, donc fin du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui se passe en particulier en Allemagne sous l'influence des Hohenzollern? Eh bien, donc il faut remplir l'Allemagne et on fait venir des populations juives avec des tas d'incitations et puis des brimades, enfin des contraintes, et se crée une société, une classe sociale de juifs donc, ayant été étudiés dans des universités, je dirais laïques, bien qu'elles ne le furent pas, et il y a donc ainsi la création d'une élite sociale juive qui sont entre culture juive et culture que je dirais faussement laïque. Et donc, dans ce monde allemand, et en particulier le monde berlinois, apparaissent beaucoup de médecins juifs, ce qui fait de Maïmonide un porte-drapeau facile. Je remarque qu'on a donc Asaph Arofé, qui était un médecin du 6e, 10e siècle et qui avait déjà fait un pré-serment et qui n'a pas été retenu parce que non connu. Et puis Rachi, donc, qui n'était pas médecin, mais qui avait une idéologie assez proche, n'avait pas non plus été retenu, probablement moins emblématique. Et puis, pas médecin, français, et je vous rappelle qu'on est quand même à une ère où le nationalisme s'exacerbe, et donc nos corélégionnaires allemands étaient quand même plus allemands que français, donc à l'époque. Donc, c'est, à mon avis, un élément important. Ce qui est donc intéressant, c'est que ces textes donc, ont été édulcorés, modifiés avec le temps, et une véritable histoire de cette modification des textes serait intéressante, mais néanmoins reste un rituel, donc un rituel en particulier donc dans le serment d'Hippocrate, rituel d'appeler Apollon, rituel d'appeler donc Asclépios et ses filles, et donc cela témoigne de l'importance du rituel parce que je pense que plus personne donc, ne pense maintenant à Apollon comme un dieu. Donc, importance du rituel. Ce qui amène à se poser le pourquoi de ce rituel, et bien tout simplement parce que à travers les siècles, il y a un besoin de ce rituel. Ce besoin est à la fois ressenti, éprouvé par les médecins et par donc, le grand public, et cela provient en grande partie par la méfiance et des médecins et du grand public dans l'art médical. Donc, personne n'est sûr de gagner, personne n'est sûr de ce qu'il fait. La médecine est quand même un métier du doute, et devant l'absence de certitude, donc l'existence du rituel permet de rassurer à la fois les uns et les autres. La Seconde Guerre mondiale, on le sait tous, a été un moment où il y a eu des exactions, le mot est celui-là, dont de nombreux médecins, et tous les médecins qui ont manqué durant la Seconde Guerre mondiale avaient fait le serment d'Hippocrate. Et donc, on peut toujours se poser les questions. Donc, à quoi se sert le serment? En 1947, avant même que le procès de Nuremberg soit conclu, avant même que les 23 médecins et hauts dignitaires aient conclu les choses, eh bien, il y a eu le code éthique de Nuremberg avec le premier élément, ça a été d'insérer dans les commandements, les premiers commandements, c'est que le patient doit être au courant de ce qui lui arrive, on doit avoir son consentement.
On a créé donc toute une série de règles de bioéthique. Ces règles de bioéthique n'ont absolument rien de révolutionnaire. Je pourrais vous le citer, mais le temps m'est trop compté. Donc, mais avec les principes d'autonomie, le principe de bienfaisance, le principe de non-malfaisance ou le principe de justice, les principes ne sont pas nouveaux par rapport au serment antérieur. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que ces principes maintenant s'inscrivent dans la loi. Et donc, il y a un changement profond donc, qui est que ce qui était de l'implication personnelle des médecins donc, devient donc, un domaine légal. Ce qui est également important, c'est qu'avec l'apparition de la loi, il y a la perte de l'application personnelle et il y a la perte donc, de l'empathie du médecin demandé vis-à-vis des patients et que les recommandations des principes de bioéthique donc, sont tout à fait compatibles avec une gestion de ces malades par ordinateur, de gestion de ces malades à distance et la prise en charge directe n'est pas demandée. Cette évolution est liée en grande partie par des exigences des patients d'aujourd'hui où le patient demande au médecin une compétence technique, demande un conseil, mais un rôle d'expert, mais finalement le patient exige de décider lui-même, ce qui amène le médecin à de temps en temps, voire souvent, ne pas être approuvé par le patient et donc naturellement ça conduit inévitablement à une désaffection du médecin sur l'élément affectif. La deuxième chose qui intervient beaucoup et qui modifie profondément les rapports, c'est la puissance des recommandations. Les recommandations qui ne sont que recommandations passent maintenant dans la loi et donc ça modifie énormément les rapports. Ce qui modifie les rapports, c'est les conflits d'intérêts. Conflits d'intérêts qu'on oublie souvent, mais par exemple, l'État est à la fois celui qui paye, qui organise les recommandations et celui qui organise les soins. Et donc, cette modification, naturellement, a un impact direct sur l'implication des médecins et sur la force du serment qui est un engagement d'un homme vis-à-vis d'autre homme et non pas la soumission des hommes à la loi. Donc, le médecin, maintenant, doit se soumettre à la loi et persiste chez le médecin quelques libertés. Elles sont au nombre de 4 maintenant dans le code et ces quelques libertés qui restent sont là pour souligner qu'elles perdurent et le fait qu'il y ait des libertés qui restent, qui sont passées dans la loi revient à dire que le reste n'est plus autorisé. Et donc, toujours est-il, c'est que la liberté du médecin est maintenant énormément réduite et donc la force de l'engagement personnel est beaucoup moins, de l'éthique personnelle est beaucoup moins forte. Donc, je conclurai pour dire ce soir, je sais que je parle beaucoup à des non-médecins, que ce que je vous ai évoqué est naturellement très parcellaire parce qu'on sait que les ramifications entre pratique médicale, savoir médical, organisation des soins, conception sociale, tout ça est entrelacé et la pratique médicale peut se comprendre comme un fait social total. Néanmoins, je me permets de terminer sur la notion du colloque singulier entre médecin et patient. Ce colloque singulier suppose des espaces de liberté et que ces espaces de liberté seront les seuls éléments qui permettront à la médecine d'évoluer, à la médecine de progresser. Même du point de vue scientifique, lorsque l'on construit une preuve, on construit une preuve sur des éléments du passé. Or, on ne peut pas prévoir ce que sera demain et donc seule une liberté donc, permet de s'adapter au demain et cette liberté donc, est actuellement énormément réduite. Une phrase pour terminer, c'est que les textes que je vous ai évoqués témoignent d'une évolution. On était d'abord donc, dans un contrat juridique fait par l'école hippocratique à une prière par Maïmonide, et de cette prière, on est passé maintenant au XXe siècle à la loi, et donc il y a une modification profonde du concept de médecin. Donc avant, c'était un membre d'une famille d'asclétuos, des familles médicales. On est passé finalement ensuite à un médecin qui a un sacerdoce au sens je donne plus que je peux, donc sous Maïmonide, et on est passé maintenant à un homme qui doit respecter des lois et des procédures. Je vous remercie. Voilà. Merci Philippe, merci à vous. Donc, je vais faire un développement à partir de ce que Philippe a déjà évoqué en parlant du vitalisme, dans le sens où
je vais vous proposer une lecture faisant état d'une généalogie du vitalisme dans laquelle j'inscris Hippocrate et Maïmonide, et qui part, cette généalogie du vitalisme, qui part des stoïciens jusqu'à Han Jonas. Donc, on va faire un petit parcours qui nécessite de faire un petit développement. Donc, voilà. Je pense qu'on peut inscrire Hippocrate et Maïmonide dans la philosophie vitaliste, revisitée bien sûr par Bergson avec sa notion d'élan vital. Pour cette philosophie, le vivant ne se réduit pas aux lois physico-chimiques, elle repose sur l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme qui s'acquiert par l'équilibre ou l'harmonie de l'âme et du corps. Il faut bien retenir la notion d'équilibre et d'harmonie. Donc, la généalogie vitaliste va de nos modernes jusqu'aux anciens, à savoir de Hans Jonas, Georges Canguilhem, à Maïmonide, en passant par Spinoza, Mendelssohn et les stoïciens. Maintenant, je dois dire d'abord que concernant Maïmonide, je me suis appuyé en partie sur le livre de Géraldine Roux et bien sûr sur la connaissance que j'avais des travaux de Gérard Haddad. Alors, concernant ma lecture, je dirais que pour se faire une idée sur la médecine de Maïmonide, j'ai choisi de commencer mon développement par la lecture du conseil qu'il a donné à la fin de sa vie au fils aîné de Saladin, Al-Afdal, au moment où celui-ci devait prendre la succession de son père. Son propos est très éclairant sur sa pratique de la médecine. Je le cite. « Les médecins ont exigé que soit accordée une attention toute particulière et constante aux pensées des patients, que ces derniers s'avèrent sains ou souffrants. Ça colle. Ouais. Ça va. Que ces patients, 2 secondes, leurs pensées, elles devront être orientées dans le sens de l'harmonie et ce souci primera constamment sur toute autre considération médicale. Ce qui nous intéresse tout particulièrement chez Maïmonide réside dans le fait que cette harmonie ou cet équilibre ne s'obtient pas seulement par la pratique avec mesure des passions et notamment des plaisirs du corps, ce qui fait l'essence de l'éthique d'Aristote, mais de mettre de l'ordre dans nos pensées pour être le moins confus possible. Freud se reconnaîtrait dans cette guérison par l'esprit, d'autant que cet esprit de la loi écrite et orale est d'abord pour Maïmonide une question de langue et par conséquent d'interprétation. Il recommande, pour s'orienter dans ce travail, de se tourner vers la philosophie et l'éthique. Ainsi, il s'agit de guérir les douleurs du corps par la revitalisation de l'esprit, en s'aidant de la philosophie et de son éthique, c'est-à-dire du rapport du sujet à la loi intériorisée comme loi de la parole. Dans la suite des conseils donnés par Maïmonide à Al-Afsat, il l'incite à réaliser que tous les êtres humains sont mortels. Nous retrouvons cette question de la finitude de notre être au début de l'Étoile de la Rédemption de Franz Rosenzweig,
Cette prise de conscience devient une source de vie par la réalisation de notre être frappé de finitude. Ce paradigme, donc, qui fait tenir la vie par un équilibre interne entre les constituants du corps et tout particulièrement les humeurs, remonte au père de la médecine, comme Philippe le disait, à savoir Hippocrate. Même si on trouve déjà cette définition de la vie comme équilibre chez les philosophes présocratiques, Alcméon de Crotone, qui le premier utilise la métaphore politique de la démocratie pour la santé et de la monarchie pour la maladie. Eh bien, il n'en reste pas moins que le fondateur du discours médical est bien Hippocrate. Lacan le reconnaissait comme tel, c'est-à-dire l'inventeur de la discursivité médicale qui réfléchit à son activité, à ses méthodes et à son éthique. Alors, le sermon d'Hippocrate reflète l'éthique de l'ensemble de la corporation des médecins, centrée exclusivement sur l'intérêt du malade. Ainsi, le malade devient l'autre, celui qui est la priorité sur le médecin, ce qui n'est pas sans nous évoquer la pensée de Lévinas, à savoir l'autre, ici le malade, comme étant l'absolument autre. Ce rapport à l'altérité est un rapport de sollicitude où nous reconnaissons la responsabilité pour autrui, ce concept cher à Lévinas et que nous partageons au titre d'une éthique de la responsabilité. Je dois dire que je m'intéresse tout particulièrement à cette définition de la vie par le rapport à la mort. De surcroît, depuis la pandémie du Covid-19, qui nous a fait sortir, à mon avis, du refoulement de nos connaissances, la question du vivant. Nous étions complètement encombrés par une réflexion humaniste concernant l'être en tant qu'être humain. Et dans ce questionnement, nous avons bien souvent oublié que l'être est d'abord un vivant, hein, ce que le Covid nous a amené au grand jour récemment. Il est nécessaire alors d'essayer de définir ce qu'est la vie. Un disciple de Confucius interrogeait le maître sur ce qu'est la mort. Ce à quoi il a répondu: pourquoi tu veux savoir ce qu'est la mort alors que tu ne sais même pas ce qu'est la vie? On revient de la sorte à notre binôme vie-mort, pas l'un sans l'autre. Il se pose alors la question de la relation entre ces deux termes de l'existence humaine. On cite à ce sujet le plus souvent, encore aujourd'hui, Bichat, le grand médecin du début du 19e siècle, sur cette question de ce qu'est la vie. Bichat l'a définit ainsi: la vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Cette définition de Bichat peut se compléter avec celle de Freud, qui à son tour définit la vie après la découverte de l'existence d'une pulsion de mort à côté de la pulsion de vie presque synonyme de ce que Bergson appelle l'élan vital. Alors je cite Freud à la fin de sa vie, en 1937, dans son texte « L'analyse avec fin et sans fin », où il disait « Seule l'action conjuguée et antinomique des pulsions originaires, éros et pulsions de mort,
explique la bigarrure des manifestations de la vie, aucune de ces pulsions n'intervenant jamais seule. Ainsi, les manifestations de la vie trouvent leur source dans le corps pulsionnel, là où le corps s'érotise sous la frappe du langage, comme le disent nos philosophes. Ce que Paul Ricoeur énonce de la façon suivante dans son livre « La vie, un récit en quête de narrateur ». Je le cite. La fiction, c'est-à-dire l'histoire, contribue à faire de la vie biologique une vie humaine. La fiction, c'est-à-dire l'histoire, contribue à faire de la vie biologique une vie humaine. On rejoint de la sorte la thèse de Spinoza, qu'il développe dans son livre sur l'éthique, à savoir que l'essence de l'homme est son désir. Ce qui veut dire qu'il peut, selon sa nature, affirmer son désir et agir selon son désir. Ce qui est une critique de la puissance de la seule volonté. Au contraire, le désir, par l'union de l'esprit et du corps, accorde l'être humain avec les lois de la nature, ce qui fait son réel. Lacan ne dit pas autre chose. Dans son éthique de la psychanalyse, on connaît sa maxime, je le cite, « La seule chose dont on puisse être coupable, c'est d'avoir cédé sur son désir. » La seule chose dont on puisse être coupable, c'est d'avoir cédé sur son désir. Si on prend cette éthique, comme je le dis souvent, qui me paraît assez forte, on ne peut plus à ce moment-là accepter de quiconque qu'il se dédouane de sa responsabilité du pire auquel il a participé au nom du devoir, du fait même qu'il est impliqué dans les atrocités commises, du fait de son désir. Et comme le disait Lacan, de notre subjectivité, c'est-à-dire de notre désir, nous sommes toujours responsables. Alors, si la vie devient l'enjeu de l'équilibre entre les pulsions de vie et les pulsions de mort, sur le plan individuel et collectif, il suffit de relire la lettre de Freud à Einstein en 1933 sur pourquoi la guerre, et que cet équilibre est régulé par une éthique du désir qui s'oppose à la jouissance des passions, comme celle du pouvoir, alors se pose la question de la responsabilité. Je peux alors conclure avec Hans Jonas, qui dans son livre « Le phénomène de la vie vers une biologie philosophique » défend la thèse selon laquelle l'organique, même dans ses formes les plus inférieures, préfigure l'esprit, et l'esprit, même dans ce qu'il atteint de plus haut, demeure partie intégrante de l'organique. Ce paradigme que nous suivons depuis Hippocrate et Maïmonide amène Hans Jonas à développer son principe responsabilité, qui est très cité dans les comités d'éthique. Il s'agit d'une nouvelle responsabilité, une responsabilité qui oblige, qui m'oblige, qui nous oblige à nous sentir responsables de la vie sous toutes ses formes et d'assurer sa continuité aujourd'hui et demain pour nos enfants dans un monde habitable. Je vous remercie.